8h46 sur Sud Radio. Donc il y a ce printemps annoncé par le chef par Françoise, par le chef de l'État. Ouais. D'ailleurs, on pose la question sur les réseaux sociaux par rapport évidemment à ça, puisque donc il l'a dit hier en Conseil des ministres. Grosso modo, c'était un peu la méthode Coué en Conseil des ministres hier, ce que vous avez dit, raconté ce matin, Françoise, dans votre édito. Vous avez cité une phrase très choquante, Patrick, mais je la retrouve pas. Il y a des professionnels. Emmanuel Macron, il y a des professionnels du malheur et une conjuration des esprits tristes auxquels nous devons faire face. Voilà. Oui, c'est insupportable. Pardon, une conjuration, on devrait dire à laquelle nous devons faire face. Déjà pour commencer. Ça a peut-être été mal non, mais il y a toujours ce côté chez Emmanuel Macron très... c'est le cool, c'est le type cool, c'est-à-dire que le pensée printemps, il nous l'a déjà fait en 2017, il nous l'a déjà fait en 2018, il y avait l'histoire des passions tristes, c'est-à-dire qu'en gros, si vous n'êtes pas cool, si vous n'êtes pas bien dans vos pommes, de toute façon, vous êtes un con. Et c'est-à-dire, je suis sévère parce que on peut pas nous resservir à chaque fois, si vous voulez, la même salade, la même entrecôte en changeant la salade, si vous voulez. Cette façon de fonctionner est insupportable. C'est pas simplement un trait d'esprit, c'est véritablement, comment dirais-je, une stratégie. C'est-à-dire que voilà, moi, c'est presque, je le dis, c'est de la mauvaise DRH. Moi, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. La France qui va bien n'a aucune raison de s'inquiéter. Pour quelqu'un qui va mal, qui entend ce message du président de la République, c'est tout simplement insupportable. Cette idée qu'il y aurait d'un côté les déclinistes, les marchands d'apocalypse, et puis de l'autre les types extraordinaires, les progressistes, lumineux, qui avancent vers la lumière, le progrès, et puis toute la bande de débiles, c'est-à-dire, moi je me mets dedans. Donc, ouais. Non mais c'est ça, c'est ce qui est vendu. C'est ce qui est vendu. Si j'étais taquine, je vous dirais que votre gauche chérie nous en a servi à peu près les mêmes depuis des années à chaque fois. Nous, on s'est fait traiter, nous les méchants de droite. On s'est fait traiter de déclinistes, pardon. Excusez-moi, ça, je sais de quoi je me suis fait traiter. À chaque fois qu'on disait que les choses allaient mal, qu'on perdait notre souveraineté, moi je suis effaré parce que j'ai entendu, comme vous d'ailleurs, sur les médicaments. Bien sûr. Si vous voulez, je suis effaré. Et d'abord, il y a deux choses. Bien sûr, si vous voulez, il y a une déconnexion totale parce que l'idée de dire aux gens, c'est super, ça va moins mal que prévu. En fait, c'est comme on n'a pas eu de coupure c'est être totalement déconnecté de ce que vivent les gens. Mais surtout, il y a l'idée que, en fait, aller bien dépend de sa seule situation individuelle. Or, il y a un véritable enjeu en France. Par exemple, en Espagne, la situation n'est pas très facile et les gens sont très optimistes. Ils se marrent, etc. En France, il y a vraiment une espèce de dépression nationale. Et cette dépression est liée à la perte de notre statut. Nous ne savons plus qui nous sommes collectivement. Nous ne savons plus vers quoi nous allons. Et ça, c'est pas Emmanuel Macron qui, après tout, c'est un de ceux qui devrait au moins proposer une réponse. Si vous voulez, c'est abonné absent. Voilà. Donc, au-delà même de la déconnexion qu'on peut constater tous les jours, c'est faites pas les marchands de malheur. Ah oui. Mais je dirais qu'il aille donc parler à des boulangers qui vont fermer, qu'il aille donc. Mais plus que la déconnexion, je crois vraiment que c'est une forme d'arrogance. Je pense que c'est une forme, d'abord c'est dans son tempérament, il y a un côté comme ça toujours très provocateur. Emmanuel Macron est trop intelligent pour ne pas savoir ce que ce genre de propos peut avoir comme écho. Il y a toujours cette volonté de narguer, cette volonté de faire le mariole. Vous savez, il est des Hautes-Pyrénées comme moi, Emmanuel Macron, de la vallée de Campan. Et à Campan, vous avez un type très célèbre qui s'appelle Mariole. Mariole, c'était un soldat monstrueux, il faisait quasiment 2 mètres de l'armée napoléonienne. Faire le mariole, c'est ça. C'est faire son malin. Donc il faut toujours faire le malin. Regardez, être un peu ricaneur. On apprend en s'amusant. Être un peu ricaneur. Cela dit, ce n'est pas que l'apanage uniquement et l'exclusivité d'Emmanuel Macron d'essayer de jouer cette méthode Coué, de dire que ça va, etc. Lors des vœux à chaque fois. L'arrogance. Parce que lors des vœux de chaque président de la République, vous avez entendu à chaque fois, il dit salut. C'était dur, mais ça va. D'ailleurs, on réécoute un petit extrait en fait sur les vœux de tous les chefs d'État. Je me demandais où. L'année qui s'achève a été difficile pour tous. 2010 sera une année de renouveau. L'année 2010 s'achève. Je sais qu'elle fut rude et l'année 2011 s'annonce comme porteuse d'espérance. L'année 2013 a été intense et difficile. 2014, ce sera aussi l'année de décisions fortes. L'année 2014 fut une année rude. Durant l'année qui vient de s'écouler, nous avons vécu des moments d'épreuve.
2022 sera l'année de tous les possibles. Voilà, c'est ça. À chaque fois, on essaie aussi de... Non mais attendez, là, pour le coup, il y a un côté, comme l'a dit Françoise, il y a un côté séminaire des cadres d'entreprise. Allez les gars, on va gagner, ouais, c'est super. C'est des RH. Bon, du calme. Ne parlez pas trop fort, vous allez exploser les tympans. Vous avez raison, pardon. Mais cela dit, moi, ce qui m'énerve particulièrement, c'est cette incapacité à être jamais dans la vérité. C'est-à-dire, à un moment, je pense que les politiques, et c'est pas qu'Emmanuel Macron, un politique qui dirait oui. Nous sommes dans la panade et oui, nous avons fait des erreurs. Par exemple, j'en reviens à mon histoire d'EDF. Je ne décolère toujours pas parce que si on est dans la panade aujourd'hui, c'est parce que nos gouvernements pendant 10 ans, j'ose pas en tête, si vous voulez, ont détruit EDF. C'est pour ça qu'on est dans la panade. L'Ukraine joue. Mais l'Ukraine joue. Mais excusez-moi, Patrick. Non, mais il n'y a pas que ça. Il y a des tensions en fait à l'international qui avaient démarré bien avant et EDF est en cause, la guerre en Ukraine et les tensions effectivement avec la crise du Covid en Chine. Si on n'avait pas détruit EDF, d'accord, on serait beaucoup moins dépendant de l'énergie internationale. En même temps, on n'a rien détruit. On a aussi un manque de compétences. Je reprends l'exemple de l'EPR de Flamanville, pardonnez-moi de vous le dire, personne n'a demandé à EDF d'être si incompétent qu'on ait un dépassement de 13 milliards d'euros sur la construction et on a 14 ans de retard sur la construction. Ça, c'est pas un choix des gouvernants. Les investissements les investissements ont été faits. À chaque fois, le gouvernement français a payé les factures. Pourquoi on démantèle Superphénix en 2000, quand Lionel Jospin arrive en 1997, premier acte, il démantèle le Superphénix. Pourquoi est-ce qu'on démantèle Superphénix? Pour les réacteurs de la nouvelle génération. On a un problème on était la plus grande filière au monde nucléaire. On a un problème de techniciens aussi. Cet argent-là, c'est difficile. Pardon, vas-y, chacun son tour. Je veux simplement dire que on a totalement négligé cette filière dans le sens où on n'a pas formé des nouveaux gens. On a complètement laissé tomber. On n'a plus d'ingénieurs. On a surtout investi sur des réacteurs de quatrième génération. On va refaire tout le débat sur le nucléaire. D'ailleurs, vous parlez de l'école, justement aussi, de la formation, etc. Tiens, ça se dégrade. On a Richard de Toulouse qui est avec nous, qui veut réagir sur ce sujet qu'on a évoqué ce matin. Bonjour, mon cher Richard. Bonjour à vous. Bonjour Richard. Oui, vous, ce qui vous fait réagir ce matin, c'est l'école, en fait, c'est ça, et le niveau en 6e, d'où la nécessité d'envoyer des profs des écoles, c'est-à-dire du primaire, pour aider, donner un coup de main sur les maths et le français. Hein. Après avoir été obligé d'acheter 20% d'électricité, maintenant on n'a plus de profs. Donc je pense que c'est plutôt la pénurie de profs des collèges qui pousse à faire ça, parce que ils n'arrivent pas à assumer cette mission de rattrapage. Mais je pense surtout aujourd'hui que ça serait une bonne occasion pour se poser une vraie question sur nos rythmes scolaires. Les heures d'après-midi, c'est des heures qui servent à pas grand-chose. Et je pense qu'il y a des fois, au lieu de faire nos petits Français dans notre coin et à ne rien changer, ça serait de copier un peu ce que font les Allemands et les Italiens. En ayant des activités plus en primaire, vous parlez en primaire, c'est ça. Je parle en primaire aussi, parce que nos enfants, on s'aperçoit que l'obésité, elle touche même les enfants dans le primaire. Et on a ça après qui arrive au collège. Je pense qu'on a un mauvais rendement des heures passées sur les bancs d'école. Et c'est ça qu'il faut traiter. Vous avez été enseignant, Richard, ou pas? Ou non, vous connaissez bien j'ai donné des cours. Vous avez donné des cours. Vous êtes ingénieur, je crois. Comme d'autres, j'ai des enfants et j'ai vu un peu ce que ça peut être ou ne pas être. Ce qu'on doit rattraper à la maison. Et heureux sont ceux qui ont des parents qui peuvent faire ça des fois. Non, mais je m'aperçois qu'on a un gros problème d'efficience avec un renoncement à traiter les matières de base correctement. Mais si vous voulez, il y a la question des profs qui eux-mêmes sont issus d'une école déjà très dégradée, parce que ça a commencé il y a 50 ans, 45 ans. Donc c'est sûr que les profs qui arrivent aujourd'hui ont été mal formés. Il y a aussi la question de l'idéologie. Je suis désolé, les écoliers français travaillent moins que tous les autres, d'accord. On passe notre temps à les plaindre qu'il ne faut pas qu'ils redoublent, il ne faut pas leur mettre des notes parce que ce serait décourageant, il ne faut pas leur faire apprendre du par cœur parce que c'est très mal, et on les met au centre. Bientôt, on va leur demander qu'est-ce que vous voulez apprendre, mes petits chéris. Et vas-y, François, je veux pas. Non, mais j'écoutais ce que disait Richard, c'était très intéressant de s'inspirer des autres modèles. Je vois, un pays que je connais très bien, l'Italie, par exemple, les élèves ont très peu de vacances.
Ils ont juste Noël, ils ont juste Pâques, par exemple, le long week-end de Pâques, mais ils n'ont pas de vacances intermédiaires. Ça n'existe pas, là, tout ça, etc. En revanche, ils sont en vacances du 1er juin jusqu'au 1er septembre. Donc c'est 1er juin oui, voire du 2 ou 5 juin, oui, bien sûr. Donc c'est des très longues vacances scolaires d'été, mais c'est beaucoup mieux réparti, en fait. L'effort est beaucoup mieux réparti. Les Allemands font différemment dans la répartition des cours. Officiellement, il n'y a pas de vacances au mois de juin, mais officieusement... Tout le monde est barré le 10 juin. Le nombre de vacances. Merci. Allez, dans un instant, on va continuer chez Valérie Expert avec Frédéric Dabi. Bah oui. Censure. Attendez, s'il vous plaît. Chez Valérie Expert avec Frédéric Dabi qui va vous parler notamment du baromètre. Hein. On en a parlé déjà tout à l'heure. L'état d'esprit face à la situation économique et sociale actuelle, la possibilité d'explosion sociale en France et puis aussi le souhait, ou pas d'ailleurs, c'est assez étonnant ces chiffres. Tout cela dans un instant. Et pour l'auditeur, évidemment, on va lui donner, comme chaque matin, Contine.fr, un petit des bons d'achat pour vous, mon cher Richard, sur le site Contine.fr. Bon d'achat de 50 €. Dans un instant, donc, Valérie Expert.